Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur À la Guingampès dans le vestiaire épisode 2. C'est aujourd'hui, mais avant toute chose, un grand merci à toutes et à tous pour vos commentaires sur le premier épisode consacré à Yvon Schmitt. Un grand merci aussi déjà au Salon Bien-être et Naturel, notre partenaire pour cet épisode 2. Dans le vestiaire épisode 2, c'est maintenant. De l'en avant Guingamp, il a tout connu, du monde amateur à l'univers professionnel, d'une première épopée en Coupe de France au premier sacre dans la compétition, du stade Yves Jaguin à l'enceinte de Roudourou, une âme de bâtisseur composée de ses succès et de ses échecs, mais surtout d'idées affirmées avec caractère qui l'ont mené à 28 saisons de présidence de l'EAG. Sans lui, nous ne serions sans doute pas ici aujourd'hui, assis dans ce vestiaire. Bonjour Noël Legratte. Oui, bonjour. Noël, que vous inspire ce vestiaire, ce lieu ici à Roudourou ? Écoutez, revoir tous ces maillots, déjà, c'est un peu l'histoire du club. On a des épisodes dont on a moins de mémoire, mais c'est un peu touchant de voir tous ces joueurs qui ont participé à la vie du club, qui l'ont fait grandir, et fait connaître. On a eu des périodes quand même très très positives, même s'il y a quelques accidents, mais pour un club comme Guingamp, on a eu quand même des bons joueurs. J'ai eu des noms là derrière qui quelques noms là, oui, disent quelque chose. Et puis même quand ça allait moins bien, Guingamp avait quand même son public et toujours une équipe assez agréable. Alors vous, l'histoire avec En Avant, elle commence avant tout ce qu'on connaît en tant que président, elle commence aussi en tant que joueur dans votre jeunesse. Oui, quand j'étais petit, j'ai jamais été très grand. Donc j'ai joué en cadet et en junior avec Jean-Paul Briand par exemple et des hommes de cet âge, je ne sais plus en quelle année. C'est un championnat local. Hein. Alors, je ne vais pas vous raconter mon histoire de footballeur. Surtout une passion. J'aimais bien jouer, mais c'était très régional. Ouais, très régional, mais derrière, évidemment, tout a grandi pour Guingamp. Qui était le Noël Legratte avant d'être l'homme qu'on a connu au sein du club ici à Guingamp ? Ça dépend en quel âge. Je suis né à Borbriac. J'ai habité Guingamp toute ma vie, en fait, encore aujourd'hui. Et il y a eu des périodes d'école à Guingamp, lycée Pavie. J'ai ensuite été à Paris assez rapidement. J'ai été en Algérie assez longtemps. Et très franchement, j'habitais Paris pendant quelques temps, je venais de marier. J'ai décidé, mon épouse, assez rapidement de revenir à Guingamp alors qu'elle était parisienne. Et donc Guingamp, c'est ma vie. Ouais, c'est votre vie, c'est votre ville. Et petit à petit, donc, évidemment, En Avant croise votre chemin assez vite. En 1972, vous devenez le président. Qu'est-ce qui vous conduit à l'époque, justement, à arriver à ce poste-là ? Je crois qu'à l'époque, je suivais le club en tant que supporter. Et je devais avoir une trentaine d'années. Donc il y avait des joueurs qui avaient à peu près mon âge, ou pas beaucoup moins. Non, j'étais attaché déjà au club, là, mais plutôt on était 3 ou 4 copains comme chauffeurs. On n'avait pas le moyen d'avoir des cars à l'époque, donc on avait des voitures. Et puis un jour, je pense que le monsieur qui était avant moi, monsieur Lemonnier, qui était pharmacien à Guingamp, a souhaité arrêter. Mais l'histoire a fait qu'un soir, vous savez, c'était à l'époque dans un bistrot. Hein, alors, le père de Jean-Paul Briand, Albert Briand, qui a été pour moi un homme assez extraordinaire, a dit il faut qu'on change de président. Alors, je n'ai pas hésité longtemps. Je pense que j'ai dû lever la main. Ouais, c'était une grosse opportunité. Oui, je voyais autour de moi des gens qui n'étaient pas très emballés par l'histoire. Moi, j'aimais le foot, je commençais à connaître un peu le business quand même, et il en faut dans un club de foot. Donc ça s'est fait un soir comme ça. C'était pas prévu, mais ça a été, je ne sais plus en quelle année, en 72. 72, oui. Et l'histoire était lancée, et puis de quelle manière ? Parce que 72, ça amène tout de suite à l'épopée 72-73 aussi en Coupe de France. Ça paraissait inimaginable en fait que l'aventure démarre de cette manière-là. Oui, complètement. Il y avait une très bonne équipe de juniors déjà qui avait été assez loin en 70. Oui, c'est ça, en Coupe d'Ambardella, Et vraiment, il y avait une très belle équipe.
des garçons qui jouaient bien au football, qui savaient parler de football. Et vraiment, on a passé une première année formidable à apprendre, pratiquement, parce qu'un président doit apprendre. Le contact des joueurs était intéressant, c'était des hommes intelligents, doués. D'abord, on a monté plusieurs fois, mais c'était vraiment une opportunité d'avoir une équipe qui avait très technique, agréable à voir jouer. Et vraiment qui se sont passionnés aussi pour cette première année qui a été formidable. Elle a fait connaître Guingamp partout en France, dès 72, donc c'était tout à fait inattendu. Quels joueurs vous ont marqué sur cette période justement Quand je les revois tous, ils sont encore tous à Guingamp. Il y a Yvan Quiré, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a Yvon Schmitt, il y a Michel André, enfin, il y avait Vel'Koz, Patrick Le Goff. Il y avait vraiment toute une équipe de joueurs qui sont restés à Guingamp, qui auraient pu faire carrière ailleurs. Des bons joueurs, mais l'époque n'était pas la même. Il n'y avait pas de transfert, il n'y avait pas d'argent, ni ici ni ailleurs. Oui, c'est ça, c'était un autre foot. C'est un autre football. Donc les hommes n'envisageaient pas de quitter. Et d'ailleurs, en 73, vous aviez dit au journal Ouest France, avant le match de coupe face à Lorient, on ne fera jamais mieux. L'histoire, elle a quand même été différente. Je me suis trompé. Vous avez dit, les erreurs en voilà une. Mais c'est une bonne erreur. C'est une bonne erreur. Parce que ça a amené quand même Guingamp à l'histoire que l'on connaît derrière. Lorient-Guingamp, donc le choc qui passionne la Bretagne. Ouais, c'était quelque chose d'inattendu. C'était, et on le savait pas à l'époque, finalement, la première pierre d'une longue histoire, quoi. Non, c'était tout à fait imprévu d'abord de battre 4 équipes. Et puis ensuite, l'objectif était pratiquement d'arriver en DH assez rapidement. Ouais. Ça, je le souhaitais, on en parlait aux joueurs. Mais la carrière qu'ils ont fait, parce que quand même, beaucoup d'entre eux ont été jusqu'à la D2. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et donc on avait une équipe, quand même, il y avait une base assez incroyable. Et à quel moment vous avez compris que Guingamp pouvait grandir finalement davantage ? La Coupe nous a donné cet espoir rapidement. C'est passionné les spectateurs comme ils ont réussi à le faire pendant cette période. On a envie de recommencer. On a dû redoubler en DSR, il me semble. Mais après, je crois que ça a été assez vite. Et on s'est retrouvé en D2 avec une ossature. La moitié de cette équipe a dû jouer en D2. Ouais. Et le recrutement de l'époque était très régional. D'ailleurs, quand je vois les maillots ou quand les joueurs, la vie a changé. À l'époque, moi, je recrutais les meilleurs joueurs bretons amateurs, pratiquement, pour renforcer. Et donc c'est une période qui a été assez fantastique pour Guingamp, avec des joueurs locaux et qui ont réussi vraiment des choses assez exceptionnelles. Sur cette séquence-là des années 70 qui a mené jusqu'à la D2, est-ce qu'il y a un épisode qui vous marque, vous vous dites, tiens là ça a été la bascule je dois vous dire, c'est le soir où je ne me rappelle plus contre qui on jouait, je crois que c'est contre Cholet. D'accord. On gagne 2-0 à Guingamp et Concarneau fait match nul, je crois. Okay. Donc on est champion. On monte en D2. Purée, les joueurs étaient déchaînés, mais moi j'avais un peu la trouille parce que la D2 c'était quand même autre chose. La D3 ou la D, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, la D3. Oui, ouais, c'était la D3, je pense, ouais. Bon, c'était assez. Je me rappelle cette soirée, c'était assez émouvant d'abord pour le club. Mais attends, c'est incroyable, on va jouer. Contre le Stade Rennais. Parce que, pour l'anecdote, ma femme et moi, on allait voir les matchs du Stade Rennais très souvent. D'accord. Et je sais qu'on est à soir dans les tribunes tous les deux. Je dis à Annie, mon épouse, qui a toujours été dans le foot avec moi, heureusement. Et donc, Rennes est en train de descendre, et nous, on peut monter, on va jouer contre eux l'année prochaine. Ça me paraissait incroyable. Ouais. Alors, donc, c'est vrai que Rennes est descendu en D2 cette année-là, et nous on est montés. Ouais, je me souviens de l'avoir dit à ma femme là, dans les tribunes. C'est assez bizarre ce qui va se passer, mais Rennes, on n'ira plus. Maintenant, on va jouer dans la même division. C'était les prémices de ce qui s'est passé quelques années plus tard, avec la Coupe, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Un peu plus tard, évidemment, il y a la montée en 77 en deuxième division, mais il y a 1984 qui est le passage là vraiment chez les professionnels. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire il faut passer ce cap-là, devenir professionnel, basculer dans une autre dimension ? Toute mon équipe, c'était une équipe d'amateurs à l'époque, donc libre quand il voulait. Et donc j'ai souhaité effectivement prendre le statut pro
Sinon, tous les joueurs nous quittaient. On me rappelle Tibeuf qui avait déjà signé à Monaco, Le Goff, je ne sais plus où. Enfin, je perdais toute l'équipe. On avait fait la fête le soir du dernier match. Le lendemain, j'avais plus un joueur. Et donc, à l'époque, il fallait une subvention pour avoir le statut pro. Donc, comme quoi la vie a changé. Les sponsors, on en parlait beaucoup moins. Ouais. Et c'est le Conseil général qui a voté en une semaine une subvention suffisante. D'accord. C'est pas les chiffres d'aujourd'hui. Mais non. Pour présenter un dossier, l'histoire est drôle parce que l'Assemblée générale de la Ligue Pro avait lieu à Monaco. Donc je me suis pointé à Monaco avec un dossier pour demander le professionnalisme pour Guingamp. On avait les officines en scène, on avait le département, on avait ce qu'il fallait. Ouais. À l'époque, les installations, personne ne s'en occupait trop. Donc ça a été accordé. Et c'était drôle parce que Tibeuf était déjà à Monaco. Donc je l'ai ramené et vendu. C'était un peu l'histoire des premiers transferts en fait. C'était le premier coup financier quoi. Voilà, tous les joueurs qui étaient partis finalement se sont retrouvés à Guingamp en faisant un petit peu la gueule, vous en doutez bien. et ils ont fini par partir où ils souhaitaient, mais Guingamp a pu avoir quelques finances pour continuer. Pour continuer. Et ça amène aussi dans le recrutement à une autre dimension. Ce visage-là, il vous parle certainement. Bien sûr. Effectivement, ça c'est des gros coups. Ouais. C'est peut-être, surtout à l'époque, assez inattendu. André Zarmak. Ouais, il a marqué l'histoire de Guingamp, finir deuxième buteur de D2 à l'époque. Oui. À Paris, je ne me rappelle plus trop. Il était à Auxerre. Non, lui, il était à Auxerre. Oui. Mais il a dû mettre 26 ou 27 buts. Je crois que c'est 26 buts sur sa première saison. Ouais. Et c'était Kabongo qui a fini devant lui. Ah oui. Il jouait au PFC de l'époque. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Et nous, on a fini deuxième, à l'époque. Et ils ont dû gagner 3 points devant nous, mais un joueur comme Zarmak à Guingamp, c'était assez imprévu. Ouais. Comment vous aviez réussi à amener un joueur de ce calibre-là? On était en stage à Châtel. À l'époque, je m'entendais bien avec M. Hamel, qui était le président de Auxerre, et Giroud. Et il ne voulait plus garder Zarmak, mais il n'osait pas lui dire. Et on était en stage à Châtel, qui était une entreprise, Ripos avait là-bas un siège social ou une entreprise, on allait tout le temps à Châtel. Il me téléphone, il faut que tu viennes ce soir. Attends, t'es à Châtel, Auxerre, bon, j'ai loué un petit avion pour me pointer à Auxerre, sachant pas trop pourquoi. Devinez, mais je sais pas. Non, bien sûr, je trouve Zarmak qui faisait la gueule, parce qu'Auxerre ne renouvelait pas son contrat. Je discute un petit peu, et je l'ai ramené en avion. Il est rentré avec moi. Ça s'est fait aussi vite que ça? Ouais, il était en colère contre Auxerre. Moi, je ne jouerai plus jamais à Auxerre. On va bien Guingamp, tu vas être heureux, tu vas nous faire. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Et il a beaucoup marqué, effectivement, après quelques premiers matchs un peu hésitants, tout s'était mis en place pour lui aussi. Bien, si c'est le premier match, je crois que c'était un match amical à Perros-Guirec. D'accord. Alors, Zarmak jouait, je me suis fait avoir. Putain, il avait les pieds carrés, il s'en foutait. Il engueulait déjà l'arbitre, qui n'était pas la mode. Ouais. Il fait une prestation épouvantable. Donc dans la semaine, obligé quand même de déjeuner avec lui, de lui dire écoute, tu vas voir, tu vas être heureux, mais tu ne vas pas te conduire comme ça. Ouais. C'est ici, là, on va pas donner de coups de poing, on va pas. Bon. Donc les 2 ou 3 premiers matchs, vous avez raison, avaient été difficiles. Mais après, quelle saison. Ouais. Et quel homme, quel joueur. Et apparemment, l'anecdote m'a été racontée que il y avait je crois que c'est dans le Télégramme, le journaliste de l'époque avait écrit que c'était le frère de Zarmak qui était sur le terrain pour le piquer un peu, et ça l'avait touché visiblement. Il n'a jamais pardonné. Ouais. Et pourtant, c'était 2 amis, Louis Lepage et c'était Louis Lepage, je crois, qui leur voulait. C'est lui qui avait écrit ça. Il y avait peut-être Michel Moreau aussi. Michel Moreau était là, mais je pense que c'est Louis Lepage qui avait fait l'article. Il n'a jamais voulu lui serrer la main. Jamais. Mais ça avait eu le mérite de lancer sa saison. Absolument. André Zarmak, dans une époque évidemment où Guingamp venait de devenir professionnel, et quelques temps avant dans le changement de dimension aussi, de basculer ici à Roudourou. On a parlé du statut, mais maintenant, qu'est-ce qui avait conduit aussi à changer d'enceinte en fait? Ça, je me disais, là-haut, Yves Jaguin, impossible de construire. Ouais.
Il y avait des pavillons tout autour, donc toute la zone était inconstructible. Et progresser à Yves-Jaguin, c'était impossible. À l'époque, le maire de Guingamp était M. Briand, qui est décédé, c'est pas de la famille. Et donc, à une assemblée, je lance l'idée, écoute, c'est un copain, il faut que tu fasses un stade. On va aller jouer à Audour. Le lendemain, dans les journaux locaux, en avant, va jouer à Audour. Donc, il y avait quand même une concurrence, déjà, parce que c'est-à-dire de voir jouer ici. Ouais. Donc ça fait quelques remous, même dans la population. Le stade a été construit très très vite, avec des entreprises locales qui sont déchaînées pour l'éclairage, le bâtiment. On a joué très très vite ici, sinon il n'y aurait pas de club. Donc, c'est indispensable. On ne pouvait pas rester là-haut, c'était impossible. C'est ma vie, ça m'a beaucoup touché qu'on démolisse complètement Yves-Jaguin. Mais je crois que c'était une histoire, on est mieux ici. J'aurais préféré qu'on garde encore un peu ce terrain là-haut pour nos équipes B, mais bon, c'est comme ça. Mais parce que l'histoire du club, c'est quand même Yves-Jaguin quelque part. Oui, c'est là que beaucoup de choses se sont construites. Le stade, c'est 1990. Ça permet aussi peut-être de se dire, voilà, on a passé des étapes, on est monté en D2, on est devenu pro. Maintenant, il faut voir plus loin. Oui, voir plus loin, déjà, il faut assurer. On commençait à parler déjà budget à l'époque. Parce que les premières années, vous savez, les joueurs étaient quand même... c'était des toutes petites primes. Le sponsoring était extrêmement modeste partout. Et donc, effectivement, j'ai créé en fait un groupe d'industriels locaux. Il y en a encore 120, je crois, donc 40 qui participent chaque année ou 50. Je pense que la seule possibilité pour Guingamp, plutôt que d'avoir un sponsor extérieur ou un propriétaire extérieur à l'époque, je ne dis pas qu'aujourd'hui il ne faut peut-être pas réfléchir, mais donc toutes les entreprises locales ont adhéré. On a eu donc un capital social assez costaud pour la D2 déjà. Je ne sais pas qui manquait en fait dans les entreprises qui comptent dans le coin. Donc ça a été une étape extrêmement importante. On s'est développé en sponsoring, comme l'entreprise était sérieuse et puis le public suivait. Ouais. Donc on avait quand même de gros arguments pour se comporter normalement. Voilà. Ouais, parce que votre force aussi à cette époque-là, au-delà de l'aspect sportif et du club, c'est d'avoir créé ce tissu économique dans un secteur qui n'est pas non plus le plus riche sur la région de Guingamp. Non, bien sûr, mais je pense que si vous le regardez, il n'y a pas que les Guingampais, heureusement. Ouais, c'est vrai. Les Côtes d'Armor sont très représentées, une partie du Finistère, et on a quand même des gens qui sont encore très très proches d'en avant de Guingamp, ceux qui ont signé ça va faire je ne sais pas combien d'années maintenant, 30 ans au moins, sont encore là. Ou en tout cas, les familles sont encore là. Quand on parle du stade, on est évidemment en 1990, et très vite, dans la foulée, vous quittez la présidence d'en avant en 91 pour la présidence de la Ligue nationale de football, la LFP maintenant. Comment s'organisait votre vie à ce moment-là ? Parce que Guingamp tenait quand même une place importante pour vous. Il y avait la Ligue, ça devenait quelque chose de complètement différent, d'une autre dimension là aussi. Et l'entreprise. Parce qu'il faut quand même vivre. Oui, bah, écoutez, en tout cas, moi, ça me plaisait. J'ai eu une vie, beaucoup de chance dans ma vie. Le foot était important, l'entreprise très important. Et puis, être à la Ligue Pro pour Guingamp, je trouvais que c'était quand même pas mal de bien piger ce qui se passait. Ouais, c'est ça, d'être dans les instances au cœur un peu des décisions. Absolument, j'étais assez présent. Et j'ai passé, je crois que c'était 8 ans, il me semble. J'ai des bons souvenirs. On ne peut jamais parler des mauvais, ça sert à rien. Je garde que les bons souvenirs, mais non, j'ai eu des périodes là, importantes. Le club continuait de bien fonctionner. La Ligue, c'était intéressant. Et puis je développais aussi mes affaires, parce que bientôt on va fêter les 40 ans de Celtigel. Et alors, c'est vrai qu'on parle du foot, de l'entreprise, etc. à ce moment-là, mais il y a aussi en 95 votre arrivée en tant que maire de Guingamp, qui vient aussi ajouter un peu plus de charge à tout votre quotidien, quoi. Oui, disons que j'avais envie, en fait. C'est pareil. Pourquoi ? Parce que 2 mois avant, je n'y pensais pas du tout. Puis il suffit quelquefois de déjeuner ou dîner avec quelques amis. Noël, pourquoi tu n'y vas pas ? Je devais être un peu... peut-être, je ne peux pas dire, j'avais un peu la grosse tête, j'espère que non. Mais j'ai dit oui assez vite et bâti une liste d'amis qu'on a gagné, mais c'était pas facile.
parce qu'il y avait d'abord un maire sortant qui était un type très bien. Et en face, c'était même beaucoup de copains. Je pense à Bouédec, qui était sur la liste adverse, un rude débatteur, mais un bon copain. La preuve, sa famille, je suis resté très proche de ses enfants. Et il y avait une opposition assez forte. Mais c'était drôle. J'ai passé aussi du bon temps parce qu'on a quand même fait le stade, malgré l'opposition. Ils ont été très coopératifs. J'ai jamais eu d'incident. Parce que quand un maire, lorsqu'il lance un projet comme celui-là, on ne peut pas voter. Donc à chaque fois, vous dites, voilà, on va parler du stade, et vous sortez. D'accord, oui. Vous attendez dehors, la première fois, une bonne demi-heure, vous dites, ça se passe pas très bien. Puis finalement, non, ils ont toujours voté l'ensemble. Ils ont peut-être eu plus de mal avec ma majorité qu'avec l'opposition. On parlait évidemment de la Ligue, vous dites qu'il faut surtout retenir évidemment les bons souvenirs. Il y a quand même une période sur laquelle on est obligé de revenir, c'est les déboires administratifs des clubs voisins, Brest et Saint-Brieuc à ce moment-là. Vous, en tant que Guingampais, la position, elle est quoi, inconfortable à ce moment-là de devoir intervenir dans ces dossiers ? D'abord, je n'intervenais pas directement parce que j'avais créé la DNCG. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été quelque chose que j'avais mis en place. Je n'assistais à aucune réunion. Parce que le football pro, il n'y avait pas qu'eux qui étaient en grosse difficulté. Ouais. Ça commençait déjà à gaspiller beaucoup. Donc ça m'a agacé un peu parce que je trouve que le football est gérable comme une entreprise. Il n'y a pas de raison d'avoir des déficits, surtout à l'époque, aussi importants. Donc c'est sûr que Brest ne me l'a pas pardonné pendant longtemps. Même aujourd'hui, aucune rue s'appelle Noël-le-Gratte à Brest. Pas beaucoup de choses. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Et donc je crois que, oui, c'est pas de peau en fait, parce que les deux qui ont été Saint-Brieuc, l'histoire a montré que Saint-Brieuc avait un déficit colossal, que personne, parce que les gens qui viennent au stade, les finances, c'est pas leur truc, même aujourd'hui. Ouais. Vous faites venir un grand joueur que vous avez des dettes, les gens veulent voir le spectacle, le foot. Et donc Saint-Brieuc, c'était aussi dommage pour eux, mais enfin, ils avaient quand même des dettes relativement importantes, trop importantes. Donc, c'est pas de Noël-le-Graët, mais j'étais président de la Ligue, et bien sûr, dans les communiqués, vous êtes bien obligé d'exister. D'ailleurs, ces histoires, voilà, on vous ont toujours suivi depuis, certains vous défendant d'ailleurs, certains vous accusant plutôt. Mais est-ce que le destin, finalement, d'en avant aurait été différent sans ça, ou pas du tout ? Est-ce que ça a permis à Guingamp d'éclore ? Vous savez, Saint-Brieuc a été devant nous pendant pas mal d'années. Même quand j'ai démarré, Charles de Blois était devant nous. Ouais. Donc, vous savez, le foot, il faut avoir sa propre équipe. Vous n'êtes pas très dépendant de ce qui se passe dans l'environnement immédiat. Saint-Brieuc a eu sa propre vie, trouvé d'autres dirigeants, redémarré. Là, ça ne se débrouille pas trop mal en ce moment. Je pense qu'ils ont même réussi à retrouver une image avec la Coupe aussi, l'année dernière. Et Brest... comme eux, n'ont pas fait de stade. J'étais très heureux de les recevoir à Roudroux pour la Coupe d'Europe. Ils ont fait 5 matchs ici, quand même. Et de qualité. Ils ont donné un bon spectacle et montré qu'aujourd'hui, ils avaient une très belle équipe. Et puis donc, la Ligue, après la Ligue, et votre retour à Guingamp en 2002. Mais en parallèle de ça, il y a une histoire assez méconnue, c'est votre passage au Paris FC, au conseil d'administration du Paris FC. Quel est votre rôle à ce moment-là dans un PFC qui est à l'époque amateur ? Oui, disons que c'est un copain qui... le PFC avait des difficultés, là aussi, je peux en redresser plus. Ici, ça fonctionnait bien. Et j'ai dû être 2 ans président du PFC. J'ai redressé les finances. Je n'ai pas fait d'exploit en sport, mais le club est resté debout. C'était sympa, une aventure peut-être moins passionnante que Guingamp, bien évidemment, mais enfin, il y avait quand même le goût du terrain. C'était étonnant de voir justement, vous, le Breton de Bourbriac, de Guingamp, qui a mené sa carrière jusqu'à la Ligue, prendre un club parisien sous sa coupe, quelque part. Oui, mais le club parisien de l'époque n'était pas non plus ce qu'il est aujourd'hui. Le PFC était plus... en 3e division, je pense. Je crois que c'était même 4e CFA. Peut-être, oui. Donc c'était pas non plus... C'était à la porte de Montreuil, sur un stade qui était pire que Jaguin. Donc c'est une bonne période, ça permet de connaître du monde, de toute façon. 2 ans de présidence, et vous avez continué de siéger un petit peu au CA, tout en étant le président d'en avant par la suite ? Au CA du PFC ? Ah non, pas du tout. Non, vous avez quitté le PFC en arrivant à Guingamp, quoi. Absolument, oui. Et là, du coup, qu'est-ce qui a motivé ce retour ici en avant ? Les circonstances, je pense que
l'équipe dirigeante a souhaité changer à un moment. Mais j'ai pas été très longtemps parce que j'ai malheureusement été assez malade assez vite. Mais j'ai eu la bonne période, parce que quand je vois les maillots que vous présentez, on a une année là, fantastique avec ce Drogba, qui lui aussi, c'est un peu du Zarmak. Les premiers matchs de Drogba, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'étais chercher ce garçon? Ce qu'on voulait, je ne sais plus comment il s'appelle, Cousin. Oui. Qui était l'avant-centre Daniel Cousin. Du Mans. Oui. Ouais. Et le président ne voulait rien savoir à l'époque. Mais il dit, mais j'en ai un là, si tu veux. Il joue en B, il rentre jamais, mais il est pas mal si tu cherches un neuf, comme voilà. Ouais. Et donc Drogba, démarré à Guingamp, très timide. Je parle sportivement. Bien sûr. Mais alors après, quel incroyable. J'ai jamais vu une évolution aussi rapide et aussi talentueuse. 2002-2003, cette saison folle avec Malouda aussi qui était là. Malouda, fantastique. On avait une attaque là, à ce moment-là. On a failli, on n'était pas loin de. On n'avait pas très bien démarré, mais on finit en boulet de canon. Je me rappelle, on va à Monaco ici. Oui. On va battre Lyon chez eux 4-0. 4-0. 4-1. 4-1, oui. Donc à l'époque, avec ces deux-là, Drogba, il mettait but sur but. Malouda aussi. On avait le milieu, nos petits milieux, là, Carnot. Et derrière, la race des seniors, Fabry. Eh oui. Qui faisait faute sur faute, mais c'était toujours. L'arbitre sifflait toujours pour nous. Il était un grand professionnel, intelligent. C'est une saison qui est un peu hors du temps, finalement. Oui, on était quand même au-dessus de nos limites, parce que tout ça, quand vous faites un club comme Guingamp, une bonne saison comme celle-là, vous n'avez plus un joueur après. Ouais. Vous n'avez pas les moyens de garder Drogba, de garder Malouda, de garder Fabry, vous voulez retourner chez lui. Donc c'est un éternel recommencement, très difficile de rebâtir la même équipe. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on l'a vu, l'année d'après, il y a eu une descente, mais pourtant, il y avait un recrutement qui avait été plutôt actif. Pierre-Yves André, Nicolas Gousset, Fabrizio Fuentes et d'autres encore. Ouais. Guingamp avait été actif pour essayer de construire mais bon, avant de trouver une cohésion, avant de trouver le même esprit, c'est dur. On passait de très haut. Se retrouver milieu de tableau, puis en bas, c'est très dur. Ouais, ça ressemble un peu à une claque quand même de vivre ça en si peu de temps. Oui, je pense qu'on a été là, je sais pas, 5-6 ans quand même. Oui, en Ligue 1, ça a été 4 ans là. 4 ans, bon, j'exagère toujours un peu. 4 ans sur cette période-là. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte aussi que, on y reviendra après 2009, mais 2002-2003, fantastique saison, un an après la descente. 2008-2009, il y a le sacre en Coupe de France, un an après, descente aussi. Est-ce que c'était trop difficile à gérer ces contre-coups-là, finalement, pour un club comme en avant? Il n'y a pas de vraie explication. Disons qu'on gagne la Coupe, j'étais à peu près certain que ce serait difficile. Pour vrai dire, je ne devais pas garder le coach. Mais on gagne la Coupe de France. Comment voulez-vous avoir la coupe, le coach et dire le lendemain, je me doutais que ça ne se passerait pas très bien. Mais bon, on est remonté oui, c'est ça. Tout de suite, je crois. L'année suivante, effectivement. Il y avait Thibaut Giresse notamment, Mathieu Scarpelli, il y avait quand même une bonne Lionel Matisse. Il y avait une bonne équipe. Ouais. On a parlé des années 2002, 2003, il y a la descente en 2004, et puis il y a, avant la Coupe de France, plusieurs années de Ligue 2, et même au cœur de cette période-là, plus difficile, un Guingamp qui veut remonter tout de suite. Mais on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Tout le monde s'était professionnalisé, les clubs étaient plus costauds, les droits télé sont arrivés, les grandes villes avaient un peu plus de moyens. Et on était pas mal quand même, on n'a jamais eu de difficultés, mais c'était plus dur. Plus dur de recruter, c'est la période aussi où les transferts ont changé. Donc on a eu effectivement beaucoup de changements, trop de changements quelquefois, aussi bien de coach que de joueurs. On m'aperçoit qu'il faut une stabilité quand même. Comme Ripoll cette année, en 4 ans en Guingamp, je trouve que c'est bien. Mais quelquefois, puisque c'était moi quand même, changé un peu vite. Et ça n'a pas toujours été la meilleure décision. Parce qu'il y avait de la précipitation, en fait, de vouloir remonter, peut-être ? Peut-être, et puis les joueurs étaient aussi sollicités. Certaines identités guingampaises sortaient un petit peu. C'était plus la même vie. Et donc c'était un peu plus compliqué, mais ça s'est quand même pas mal passé. On se souvient justement d'une équipe qui était surnommée les Galactiques de la Ligue 2, des gros recrutements. Il y avait eu des joueurs comme Cédric Forêt qui était arrivé, David Suarez, des joueurs chevronnés de Ligue 2, Fabrice Abriel, etc. Mais une équipe qui finalement tous les ans se retrouvait à la trêve en mauvaise position,
revenait bien sur la deuxième partie, donnait beaucoup d'espoir pour la suite. Et puis on avait l'impression que le schéma se répétait en fait. Oui, mais on était debout quand même. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Alors que beaucoup, ce fait de la liste des villes qu'on rencontrait dans ces années-là. Ils sont où? Ouais, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui beaucoup plus bas. Attends. Vous qui faites des voyages, c'est plus du tout les mêmes villes, non. Certains complètement disparus. Ouais. Et qui avaient des bonnes équipes à cette époque. Ouais, c'est vrai que c'est un foot pro qui a changé en fait. Le milieu a complètement changé, oui. Ouais. Vous, à l'époque, vous disiez que vous avez peut-être parfois changé trop vite, les entraîneurs, les joueurs, etc. Vous étiez partie prenante énormément dans la composition de l'effectif, justement? Dans le recrutement, oui. En général, je m'entendais bien avec les entraîneurs. Sinon, moi, s'il n'y a pas le foot, ça ne m'intéresse pas d'être dans un bureau. J'aime bien regarder le foot, regarder les matchs. Vous écoutez, je préfère le foot plutôt que d'être, je sais pas, comptable dans un bureau. Ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, donc c'est... Évidemment, on en parlait, mais je vous dis, comparez bien les époques et vous verrez qu'il y a des villes qui étaient avec nous à l'époque. Il y avait des... Il n'y a même plus d'équipe. Guignon, Sedan, Libourne-Saint-Seurin, c'est vrai que c'est des clubs... Cuiseaux, Louan-Cuiseaux un petit peu avant aussi, effectivement. Vous faites toute une liste, vous allez voir que vous remplissez une page. Et c'est vrai que ça sont ces années-là difficiles où Guingamp enchaîne, mais des joueurs comme Milovan Sikimic, comme d'autres... On se dit, il y avait pourtant du matériel. Il y avait des bons joueurs, mais nos autres équipes aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait quelques grosses équipes. Changé, on ne rencontrait plus les mêmes. Ouais, quand il y avait des clubs qui descendaient comme Caen, comme Bastia, comme d'autres, La DNCG a un peu son effet aussi dans cette période. Effectivement, dans cette époque-là, on parlait du recrutement, où parfois, le coach a des choix, le président, ou quand il y a un directeur sportif, peut en avoir d'autres. Est-ce que parfois ça vous a desservi, ou vous avez eu ce sentiment-là d'avoir voulu faire venir des joueurs? Je pense par exemple à Gilmar en 2009, où Victor Zvinka semble pas trop savoir à quel poste le faire jouer sur son premier match. Il fait rentrer ailier droit au lieu d'attaquant. Enfin, ça avait amené à des situations parfois étonnantes. Vous savez, j'étais 30 ans quand même. Ouais. C'est normal qu'il y ait quelques petits conflits. Mais il n'y en a que celui-là, pratiquement. Ouais. En général, avec les entraîneurs, ça se passait pas mal. Une erreur en 30 ans. Pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que c'était une saison difficile pour En Avant avec la relégation. Vous avez le regret de ne pas avoir vécu, en tant que président, plus de saisons de Ligue 1? Alors, si vous parlez à titre personnel, En Avant, c'est ma vie. Ouais. Quoi qu'il arrive. Même si j'étais plus bas, ça resterait ma vie. Mais j'ai eu la chance après d'avoir... vous avez mis le maillot bleu, là, j'ai vécu quand même une période assez fantastique pendant, je ne sais plus, une douzaine d'années, ou 13 ans, 12 ans, je crois. Donc le foot a toujours été, pour moi, exceptionnel. Et mon petit-fils me pousse tout le temps, on va voir les matchs, il parle de foot. Vous avez transmis ce gène-là aussi, quoi. Ah oui, il aime ça, et oui, dans ma famille d'abord, j'ai la chance aussi, ma femme m'a accompagné tout le temps, ce qui n'était pas évident, parce que je la revois quand on allait jouer à Louannec, dans le temps, par exemple. Elle avait sa poussette. Donc mes enfants étaient imprégnés, et les petits-enfants aussi, et peut-être bientôt des petits arrière-enfants, je ne sais pas. Oui, si j'ai le temps, moi. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. On parlait de ces années-là un petit peu tumultueuses en Ligue 2. Au milieu de tout ça, donc, il y a la Coupe de France 2009. Voir votre Guingamp triompher au Stade de France. Déjà, être au Stade de France et en plus gagner. Alors, je vais vous dire la vérité. Moi, j'assistais tout le temps à tous les matchs au Stade de France. L'équipe de France, les Coupes de France. Et je me disais, jamais je verrai Guingamp sortir du tunnel. Et le gros moment émotionnel, c'est, vous vous rendez compte, la Coupe, le premier match, c'est Guingamp qui sort du tunnel avec Rennes en plus. C'est impensable. C'est impensable. La Coupe de France, c'est quand même un souvenir même pour les Guingampais, j'imagine, assez insolite d'abord. Et c'était un rêve, ça. Et vraiment, c'était assez impossible. La preuve, il n'y en a pas beaucoup depuis. On en a quand même gagné 2. Guingamp. Et très franchement, ça c'est un souvenir très marquant. La sortie de Guingamp, les tunnels. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? C'est plein de souvenirs, c'est de l'émotion? L'émotion, vous dites, comme vous pensez que ça n'arriverait jamais, comme l'article que vous m'avez montré, on ne fera jamais mieux.
Oui, très franchement, c'était beaucoup d'émotions, oui. Oui, c'était contre Rennes en plus. Enfin, c'est pas en plus, mais enfin, c'était un match important. Avoir le stade 80 000 places, tous les billets étaient vendus. Bon, très franchement, quel souvenir pour Guingamp. À ce moment-là, vous avez déjà une grande expérience évidemment dans le foot et avec En Avant. Comment vous vivez ce match-là, de manière un peu sans pression ou alors extrêmement tendu, stressé jusqu'au bout? Alors, en général, je suis le match assez détendu. Ouais. Alors, je ne suis pas très démonstratif. Mais ça ne m'empêche pas de penser, bien sûr, à la victoire quand on peut, de me dire aussi quelquefois qu'il y a quelques petites erreurs qu'on aurait pu éviter, mais je ne suis pas le genre à me lever et à hurler. Quand Sauf dans Guingamp... les vestiaires, quelquefois. Ouais. Quand Guingamp prend le premier but, à ce moment-là, vous dites mince, tout s'écroule, c'est le rêve qui... Ça va être difficile, Ouais. Et ça paraissait difficile. Au moment où on prend ce but, Rennes était quand même dominateur. Je revois les 2 derniers buts de Guingamp, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. C'est doublé d'Eduardo, et là, vous pensez peut-être 2 ans et demi plus tôt, où vous dites j'ai été chercher ce joueur-là, sans jamais imaginer qu'il pouvait y avoir une telle issue. Oui, et puis Souma pouvait en mettre un 3e, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est, je sais pas, Souma, à 10 mètres du but, il tire, ça passe à côté. Exactement. Et on fait un match assez incroyable après avoir été mené et dominé. Alors que le deuxième match, enfin j'étais pas, mais le deuxième match, on a mérité de le gagner. Oui, c'est ça avait été plus net. C'est logique. Effectivement, en 2014. Si on s'arrête un instant sur Eduardo, on a ici quelques images évidemment de l'attaquant brésilien. Son arrivée à Guingamp, comment ça se fait, comment ça se concrétise, cet attaquant qui arrive de Suisse à l'époque, du Grasshopper Zurich. Ouais. Comment ça se fait pour vous? Alors, le souvenir du recrutement d'Eduardo, je ne sais plus, c'est un agent déjà à l'époque qui nous l'a proposé. Et il avait envie de venir en France. D'accord. Très envie. Ça a duré une demi-heure, je crois. D'accord. Son agent lui dit j'ai un club pour toi, car bon, on lui a raconté l'histoire du club, il est plus. Donc ça n'a pas été un bras de fer contre un autre club. Il n'était pas trop connu. Saison moyenne en Suisse. Mais bon attaquant. Qui tout de suite a marqué d'ailleurs avec Guingamp. Il a eu des blessures, mais... Non, il a marqué Guingamp d'abord, il a marqué des buts. Et c'est un garçon très gentil. Et je crois qu'il y avait eu une sorte de litige avec le club allemand de Cologne à ce moment-là, qui aurait pu rendre l'histoire différente en fait. Je ne me rappelle pas trop, mais je sais qu'il y avait un petit litige quelque part, oui. Ah ouais. Mais c'était pas avec nous, c'était entre... son club précédent et Cologne. Voilà, le club suisse et le club de Cologne. Il était arrivé à Guingamp, et ça avait fonctionné évidemment avec l'histoire que l'on connaît pour lui à Guingamp, cette réussite-là. On a parlé parfois de choix de joueurs, on a parlé de choix d'entraîneurs. Quel est le meilleur choix de coach que vous ayez pu faire sur ces années de présidence à En Avant? Sylvestre Saluy. Sylvestre Saluy. Bon, le premier, si vous voulez, c'était impossible lui aussi. Je prends l'équipe, je mets le plus jeune d'entre eux pratiquement capitaine puis entraîneur. Ouais. Et non, il mérite un petit coup de chapeau. Après, les autres, c'était déjà des pros. On n'était pas ça. Cédolin, qui était le premier extérieur et qui a aidé le club à se structurer. Alors, il y a eu des bons. Daniel Druna est un type qui faisait très bien jouer. D'autres moins bien, mais c'est la vie. S'il y en avait un, justement, où vous dites j'aurais pas dû le prendre, j'aurais pas dû... Je me rappelle pas. Ouais. c'est le petit joker. Oui, joker. Joker. Justement, si bon, il y a tous ces passages-là, il y a le dernier entraîneur que vous nommez, Jocelyn Gourvenec. C'est quand même un moment, alors un peu difficile au départ parce qu'en avant descend en national, mais ça ouvre à nouveau une période dorée là pour En Avant. Absolument, c'était déjà un local qui faisait bien jouer au football. Ça ressemble un petit peu, d'ailleurs ils sont amis, hein, Sylvain Ripoll. C'est des garçons d'abord qui aiment le beau jeu et des hommes qui ne disent pas n'importe quoi. Vous les voyez vous régulièrement, c'est pas des interviews n'importe-pièce. C'est des hommes qui savent parler, faire attention, protéger leurs joueurs. Mais c'est des types avec qui d'ailleurs rester très proches, très amis. Ouais, Jocelyn Gourvenec, qui a donc connu le sacre d'ailleurs sur le deuxième titre en Coupe de France. Absolument. Ouais.
Non, mais c'est des garçons bien d'abord, et qui aiment le football et qui savaient bien faire jouer au football. Votre parcours avec En Avant, il change en 2011 lorsque vous prenez la présidence de la Fédération française de football. Déjà, si on revient un tout petit peu en arrière, on est d'accord que, et on voit le maillot juste ici, si vous n'êtes pas aussi proche de la fédération dans les instances, jamais l'équipe de France ne vient jouer à Guingamp. C'est ce que je disais avec Didier Deschamps et Guy Stéphane, donc on se taquinait là. Je lui ai dit, non mais attends, pourquoi vous n'êtes plus à Guingamp? Deux matchs, 2 victoires. Et il me dit, on va voir le nouveau président, s'il est d'accord de venir. Non, Guingamp, c'était... Bon, j'étais là, puis Didier avait aussi envie de me faire plaisir, je crois. Alors aujourd'hui, c'est impossible, puisque l'équipe de France remplit aussi les stades de 40 000 places, de 80 000 places au Stade de France. Mais ils sont venus 2 fois quand même. C'est ça, 2009 contre les îles Féroé, 2018 contre l'Islande, avec le titre de champion du monde en plus à ce moment-là. Oui, absolument. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est... Faire venir les Bleus ici, pour vous, ça devait être aussi une sacrée fierté finalement. Bah oui, je trouve que la Fédé avait accepté. Le conseil d'administration, vous me présentez, j'ai un truc à vous dire, là, j'aimerais bien. Il n'y a pas d'opposition, là vous passez vite, merci. Et l'équipe de France était arrivée effectivement ici. Votre prise de fonction donc à la FFF, elle arrive d'ailleurs dans un moment un peu critique pour l'équipe de France à ce moment-là. C'est quelques temps, 1 an après le fiasco de Naïsna. Comment vous avez géré la suite de ce terrible chapitre là pour les Bleus? C'était difficile parce que déjà la fédération avait perdu presque tous ses sponsors et avait perdu beaucoup de prestige. L'affaire Ducard avait beaucoup marqué, même ceux qui n'aiment pas le foot, le comportement des joueurs. En tout cas, ce qui s'est passé là-bas n'a pas été une très bonne pub. Bon, donc il a fallu repartir un petit peu à zéro, remettre une équipe commerciale, remettre déjà l'administratif bien au point. Il y avait Laurent Blanc, qui ça a été sans plus. Et donc j'ai vite fait contacter Didier, qui à l'époque finissait à Marseille, mais finissait mal. Je sais pas si vous... Il a fait des trucs dingues à Marseille, et puis la dernière année était épouvantable. Le spectateur n'était pas gentil, les Marseillais sont très foot, ils sont aimables ou pas aimables. Ouais. Et donc il était quasi en déprime, il avait pris du poids incroyable. Donc je le fais venir à Paris dans mon bureau. Je dois rentrer, je ne reconnaissais même pas. Et donc sa femme est venue avec lui, elle me dit non, je vous en supplie, il lui faut 1 an de repos. Je n'ai pas le temps. On va travailler ensemble, il va aller faire un petit stage en Italie. Et donc il est venu, et heureusement. Donc ça a été pour moi une très belle rencontre, puisque je veux dire qu'on était encore à mentir ensemble. Qu'est-ce qui vous avait orienté justement vers ce choix de Didier Deschamps? Sabre gagnant. Je suivais l'équipe de France en 98 en tant que président de la Ligue. Didier remontait les troupes, il était d'abord bon joueur, milieu de terrain de grande qualité, mais surtout dans un vestiaire comme celui-là, quand il prenait la parole, tout le monde écoutait. Et il gagnait tout, il avait gagné à Marseille quand même pas mal de choses, à Monaco avant, en 98. Champion du monde. Donc il a d'abord des qualités de bon sens, un peu de chance, il en faut dans la vie. Souvent quand il changeait, je me disais merde, pourquoi il change tel joueur? Mais il avait raison, il a raison. Il a le pif à un moment quand ça va pas trop bien de remettre l'équipe à l'endroit. C'est vrai que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et puis, on parlait de la Coupe de France que vous avez connue avec Guingamp. Vous avez connu la Coupe du Monde avec les Bleus en 2018. Enfin, le titre en tout cas. Oui. Oui, on était en Russie. C'était assez improbable aussi à l'époque. On a fait une finale au Qatar. L'équipe de France a quand même eu des résultats assez impressionnants pendant toute la période, pas grâce à moi, mais la période où j'ai vécu à la Fédé a été assez exceptionnelle. Les personnages, et notamment les joueurs qui vous ont marqué dans cette période-là, durant votre mandat à la Fédé? Ceux à qui j'ai été longtemps sont restés très sympas. J'ai reçu beaucoup de
de petits mots, de coups de fil, de Loris par exemple, qui est aux États-Unis actuellement. Très franchement, j'avais des... En fait, j'étais quand même un peu foot, donc le langage passait pas trop mal. Il est arrivé je me souviens, avant d'aller au Brésil, on avait perdu en Ukraine 2-0. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un match alors bidon, on pouvait en prendre 4. Et j'étais à Paris, et j'ai dit à mon épouse, je vais appeler Didier et lui dire convoquez-moi les joueurs à midi. Parce que ne pas aller au Brésil, c'était quand même catastrophique. Une nouvelle fois pour l'image. On est à peine de redresser Daxna. Bien sûr. Éviter le Brésil. Bon, donc, Sacco a marqué 2 buts. 2 buts, Le troisième, c'est Benzema, le troisième but. Donc on gagne 3-2 en ayant... Mais on aurait pu en prendre 4. 4-5 à l'aller, Donc ça aussi, c'est des bons souvenirs. Dans les tribunes, vous dites, je vais au Brésil, parce que rater le Brésil, il fallait encore tout recommencer. Parce que pour Didier, ça aurait été dur. Peut-être même pour moi. Donc je crois que c'était un match capital. Un match capital, effectivement, ça avait amené à la suite que l'on connaît, bien sûr. Vous parliez du coup de gueule là auprès des joueurs. C'est quelque chose dont vous aviez l'habitude ou auquel vous aviez recours parfois aussi à Guingamp alors? Ah oui, Guingamp, oui. Souvent? Souvent non, parce qu'on a eu une période où on gagnait beaucoup. Quand on gagnait moins, oui, souvent. Mais toujours, ils m'en ont jamais voulu, je crois pas. Vous faisiez ça en accord avec l'entraîneur ou vous décidiez comment vous fonctionniez? Alors, souvent en accord avec l'entraîneur. En général, on s'entend bien avec l'entraîneur, en général. Donc c'était pas choquant de dire quelques mots quand ça va mal. Aujourd'hui, c'est quoi votre lien avec Guingamp, votre regard sur ce Guingamp, cet en avant Guingamp? J'apprécie, je trouve que l'équipe joue mieux. Elle a encore des petits creux qui sont difficiles à expliquer. Mais quand même, le spectacle, depuis Ripoll, est en train de redonner, je pense, une envie à Guingamp de rejouer les tout premiers rôles, je crois. Ceci dit, ce qui est difficile pour Guingamp, c'est aujourd'hui de l'argent aussi. Eh oui. La plupart des clubs de D2 sont déjà dans les mains de fonds de pension ou de grosses entreprises. La moitié seulement, comme Guingamp, avec son président, les sponsors du coin. En première division, je ne vous dis pas, 7 sur 10 sont déjà accélérés. Je te connais même, il y a des présidents que je ne connais même plus, je ne connais même pas, en peu de temps, parce que j'ai quitté la Fédé il y a seulement 3 ans. On me présente un tel, bon, enchanté, je ne sais pas. Tandis qu'avant, vous mangiez le midi avec eux, donc les temps ont complètement changé. Justement, c'est vrai, il faut de l'argent. Le modèle que vous avez créé avec tous ces actionnaires, c'est quelque chose qu'il faut amener à évoluer aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui? Ça évoluera sûrement, mais moi je ne souhaite pas que Guingamp, en tout cas, vende. Je veux que Guingamp reste propriétaire de son club. Donc il y a un actionnaire nouveau à 30%, par exemple, pourquoi pas, avec un accord. Ça, on cherche, on essaiera de trouver. Mais vendre le club, non. Enfin, en tout cas, pas moi, le dirigeant, je pense qu'il va. C'est possible ça de trouver justement un actionnaire qui vient pour tant de parts et sans avoir la majorité? Ça doit être de plus en plus dur quand même. C'est très dur. Mais il y a toujours des gens qui ont aussi envie de connaître le football français. Parce que Guingamp reste quand même une image. Je rencontre d'autres équipes, vois d'autres joueurs, donc ça ne me paraît pas impossible. Noël, si de toutes ces années à Guingamp, en tant que président ou pas d'ailleurs, il y avait un joueur à retenir, un joueur qui vous a marqué? Il y a tellement, donc, très franchement, on peut toujours sortir un joueur. On parlait de Zermatt tout à l'heure, le premier grand qui vient, c'est lui. Bon, après, des joueurs techniques, quand même, j'aime bien ceux qui jouent pas mal au ballon. On ne peut pas trop le citer, je vais rester sur le premier. Il y a quelques joueurs, bon ça ce sont des exemples évidemment, Raymond Kérusoré, joueur, entraîneur, puisqu'il a fait les deux évidemment à Guingamp. Coco Michel aussi, c'est des joueurs qui, comme Coco Michel, une longévité dans les clubs, on en voit de moins en moins. Ça n'existe plus. Lui, c'est un excellent joueur, très très bon joueur, et un homme facile à dire, mais agréable, intelligent, amoureux du club. Il a passé, je vois que c'est écrit, 27 ans. C'est quand même exceptionnel. Il a démarré dans les petites équipes et il a fini titulaire en première division. Donc c'est vraiment
la belle réussite. Avec plus de 300 matchs sous le maillot d'en avant. Évidemment, on a parlé de la Coupe de France, on a parlé de 2009, et ce moment-là où Guingamp affronte Rennes, vous qui alliez auparavant voir avec votre épouse les matchs du Stade Rennais, c'est quoi l'image? Vous repensez à ces souvenirs-là ou pas? Comment... Ah si, il m'arrive de me dire quand même, oui, la vie est bizarre. À l'époque, quand on jouait le dimanche après-midi, le dimanche midi, on mangeait les joueurs et ils me demandaient alors Rennes, c'était comment hier soir, et on parlait presque plus du Stade Rennais que de l'équipe qu'on allait rencontrer. Ah ouais, c'est ça, c'était le gros club breton. C'est pas breton, absolument. Ouais. Pour voir du foot de haut niveau, évidemment. Et ici, dernière photo, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce jeune Noël Le Graët de l'époque? On est là au cœur des années 70. Hein. Ouais, oui, je n'étais pas encore président, je crois pas. Ah, si, je sais pas. Sur celle-là, peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Enfin, peut-être. Ça doit être juste avant ou juste après. Bah, vous savez, la vie est faite de. À l'époque, j'étais représentant en électroménager, télé, IFI. Et donc, j'ai commencé l'industrie assez tard, à 42 ans. Changer de vie. Et j'imaginais pas effectivement avoir autant de chance, parce que c'est de la chance d'avoir en avant de Guingamp à ce niveau-là, avoir les équipes de l'équipe de France. Je ne pensais pas. Et oui, j'étais, je sais pas quel âge j'avais. Bon. Une trentaine d'années, à peine. Trentaine, oui. Ouais. Oui. Trentaine d'années et tous les projets, l'âme de bâtisseur qui était en vous, qui est en vous. Bon, en tout cas, j'ai essayé de construire déjà dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a 11 usines, je crois. Et donc, ça ne s'est pas fait tout seul. Il faut des gens autour de soi, il faut savoir bien s'entourer. Et l'idée peut venir, mais si vous n'avez pas autour de vous des gens de qualité, ça ne marche pas. Ouais, c'est ce qu'on retiendra, effectivement, notamment dans le football aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup, de nous avoir accordé cet épisode 2 dans le vestiaire. Un grand merci d'avoir été à nos côtés. C'est moi qui vous remercie et je vous félicite pour ce que vous faites tout au long de l'année. Merci beaucoup Noël Le Graët. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas évidemment à mettre vos petits commentaires en dessous de cette vidéo. Et on remercie aussi une nouvelle fois notre partenaire de cet épisode 2, le Salon Bien-être et Naturel.